Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Le sujet de ce podcast est prédire le futur. Alors comme vignette de mon podcast, l'image de couverture, il y a 3 photos. La première de ces photos, c'est une photo extraite du film 2001 l'Odyssée de l'espace, un film de 1968. Et dans ce film, les personnages utilisent des tablettes qui ont la même apparence, les mêmes proportions et les mêmes fonctionnalités que les iPads de nos jours. D'ailleurs, je me souviens d'un interview de Steve Jobs qui expliquait que c'était l'une de ses inspirations. Donc, dans ce film de 1968, on voit des tablettes qui ressemblent de très fortement aux iPads de nos jours. L'autre image, L'une des images, c'est la couverture du roman de Jules Verne, Le voyage vers la Lune. Et c'est intéressant car ce roman, la fusée qui va vers la Lune dans le roman de Jules Verne a les mêmes proportions, presque les mêmes proportions que la fusée Apollo 11 qui a été sur la Lune. Donc ça, c'était bien vu de Jules Verne qui a écrit ce roman bien longtemps avant l'exploration de la Lune. Et l'image du milieu, ce nuage noir de fumée en forme de champignon. C'est un événement qui ne s'est pas encore produit. Donc le 2 septembre 2021, il y a 2 groupes. Donc je vais parler de la vision à distance, du remote viewing dans ce podcast. Et il y a 2 groupes de remote viewers qui m'ont informé que ce serait dans l'actualité. Alors si l'événement se produit, je pourrais faire peut-être un nouveau podcast sur ce sujet et parler des limitations du remote viewing, de la vision à distance. Donc, les groupes, il y a 2 groupes différents qui ont fait cette prédiction. Ils arrivent à voir un grand nuage comme ça, en forme de champignon, noir, sombre, gris, près d'une ville ou dans une ville. Mais ils n'arrivent pas à dire quelle est cette ville, dans quel continent, dans quel pays. Et ils arrivent au moins à dire que c'est en septembre, plus ou moins en septembre, ce mois-ci. Et c'est tout. Donc ça, c'est des limitations liées au remote viewing. Il existe des tas de méthodes pour faire des prévisions, des prédictions, percevoir le futur basées sur les perceptions extrasensorielles, au-delà de nos sens. Ce qu'on pourrait appeler le 6e sens, pour simplifier. Parmi tous les gens qui s'intéressent à cela, on peut les classer dans 3 groupes. Il y a un groupe que j'appelle New Age. Une personne New Age, c'est une personne qui est très sensible à ce que j'appelle les énergies astrales. Et la personne New Age, qui est sensible aux énergies astrales, aime des techniques telles que l'astrologie ou tout ce qui est art divinatoire. Enfin, il y a un autre groupe de personnes qui est intéressé par les perceptions extrasensorielles, mais qui préfère une démarche plus scientifique. Cette personne est sensible aux énergies du mental et elle aura une démarche plus scientifique, plus technique. Et cette personne aura tendance à vouloir faire en sorte qu'on puisse vérifier les prédictions, qu'on puisse reproduire les techniques. Tout est comme ça très systématisé, très technique. Et enfin, il y a un 3e groupe que j'appelle les personnes spirituelles. On va se concentrer ici dans ce podcast sur les méthodes mentales, on va dire. Et pour le moment, il y a 2 grandes méthodes qui sont à la mode. Je vais en parler aussi d'une 3e méthode, à la limite entre le New Age et le mental. Donc les 2 méthodes à la mode, c'est les prédictions basées sur l'intelligence artificielle, et vous seriez étonné comme cela fonctionne bien, et les prédictions basées sur le remote viewing. Le remote viewing. Le remote viewing, c'est une technique de vision à distance. Quand on traduit le terme remote viewing, vision à distance. Si vous voulez, c'est une version technique ou plutôt systématique de, de la clairvoyance. Alors, comment le remote viewing est apparu dans le monde? Eh bien, dans les années 60,
les services de renseignement américains remarquaient que les soviétiques avaient accès à toutes sortes d'informations sans utiliser de l'espionnage. Et ils se sont demandé, mais ils n'envoient pas d'espions et ils connaissent nos secrets. Comment font-ils? Et puis les Américains ont enquêté et ils ont découvert que les Russes, en fait, employaient ce qu'ils appellent des psychiques, des gens qui sont clairvoyants, en fait. Et ils ont développé une technique comme ça pour percevoir les secrets des Américains qui fonctionne bien. Alors les Américains se sont dit, ok, nous on va aussi étudier cela, mais il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse contrôler et reproduire. Il ne faut pas que ça soit New Age. Par exemple, une femme qui tire les cartes ou un gars qui tire les cartes. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de technique. Et donc, ils se sont mis à travailler sur cette chose qui va devenir plus tard le remote viewing. Donc, ils ont embauché deux scientifiques, Russell Targ et Harold Puthoff. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'avais lu le livre, l'ouvrage en fait, sur les recherches de remote viewing. Ça m'avait totalement fasciné à l'époque. Au point même que j'ai décidé d'apprendre le remote viewing, en fait. Donc, pour développer le remote viewing, les deux chercheurs, ils ont engagé un gars, un psychique, qui s'appelle Ingo Swarm. Ingo Swarm aussi, c'est quelqu'un de comme ça, très technique, et qui avait compris que si on veut développer comme ça un groupe de personnes qui puissent faire des prédictions, percevoir à travers le temps et l'espace, il faut une méthode qui soit bien comme ça, bien technique, facile à reproduire. Faut, il fallait être méthodologique. Et donc les trois personnes se sont mis à travailler comme ça pendant des années et des années sur développer le remote viewing. Il existe plusieurs livres sur les recherches sur le remote viewing. D'ailleurs, je possède deux de ces livres. Par exemple, au début, comme ça, ils faisaient des tests où donc la personne est dans une pièce avec du papier et des crayons. Et elle entre dans un état de relaxation et elle suit un protocole très, très précis. Ça s'appelle le protocole, maintenant ça s'appelle CRV, Controlled Remote Viewing, le remote viewing, la vision à distance contrôlée. Elle fait le protocole et elle se met à dessiner ce qu'elle perçoit, décrire et tout ça. Et c'est très sophistiqué en fait. Et il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau où on perçoit juste les choses de manière visuelle. Il y a un niveau encore plus profond où on peut lire l'esprit de ce que pense une personne. C'est très sophistiqué comme méthode. Mais dans les premiers essais, ils faisaient comme ça des tests euh, de percevoir la librairie qui est en face du centre de recherche, de percevoir l'église qui est dans le village du centre de recherche. Et en faisant ces tests, comme ça, ils ont peaufiné la technique, hein, parce qu'il y avait des problèmes. Par exemple, parfois, la personne percevait un bâtiment tel qu'il sera dans 30 ou 40 ans, ou tel qu'il était dans le passé. Donc, fallait modifier encore le protocole de façon à percevoir les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui. Et donc, comme ça, le protocole est devenu de plus en plus sophistiqué, de plus en plus précis. Et donc, les militaires, donc le programme de remote viewing a été distribué à travers plusieurs agences, le service secret des militaires, le service secret normal, la CIA et encore d'autres agences. Il y a eu plusieurs projets. Et c'était intéressant parce qu'à un moment, donc les gars, les remote viewers étaient en train de percevoir des choses. À un moment, il y a un remote viewer, il a perçu un nouveau type de sous-marin qui était top secret. Un prototype de sous-marin top secret. Or, qui n'était pas censé percevoir cela, mais il a quand même perçu. Et puis aussi, par la suite, ils se sont rendus compte que les remote viewers non seulement pouvaient percevoir les secrets des ennemis, les soviétiques, mais pouvaient également percevoir les secrets des Américains. Ce qui est devenu très inquiétant pour eux en fait. D'ailleurs, l'un des meilleurs remote viewers, Pat Price, vous pouvez lire son histoire, on soupçonne qu'il a été assassiné par les services secrets américains.
parce qu'il en savait trop et il était vraiment très doué. On pouvait rien lui cacher en fait. D'ailleurs, Pat Price, après avoir démissionné, un peu avant sa mort, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à Las Vegas et il pouvait percevoir les cartes des autres joueurs, tout ça, et il gagnait beaucoup d'argent dans les casinos en fait. Alors, le programme a continué, le programme de remote viewing. Ils ont investi des millions et des millions et des millions dans les années 70, 80, mais en 1995, au début des années 90, le programme s'est arrêté et en 95, le programme a été déclassifié. C'est-à-dire que tous les documents sont accessibles au public et vous pouvez faire vos recherches, lire toutes les expériences qui ont été faites et tout ça. C'est déclassifié. Il y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits sur le remote viewing et il y a même un film avec George Clooney sur le sujet du remote viewing. Tous ces gens qui travaillaient comme ça pour les militaires sont passés dans le secteur privé et travaillent pour des entreprises, notamment des entreprises pétrolières, pour trouver comme ça des nouveaux sites à explorer. Notamment tout ce qui est des entreprises d'investissement, bourse, crypto-monnaie et autres. Prédiction des indices boursiers, recherche aussi des personnes disparues, toutes des activités ainsi. Alors comme je vous le disais, moi quand j'étais adolescent, j'avais lu le livre de Russell Targ et de Hal Puthoff et ça m'avait totalement fasciné comment ils percevaient cela avec un protocole très structuré. Et les années ont passé et puis il y a un de ces gars en fait, un de ces gars qui s'appelle Gerald O'Donnell qui a développé une formation et j'ai suivi sa formation. Je l'ai suivi plusieurs fois en fait. Et ensuite j'ai rejoint l'un de ces groupes. C'est un groupe spécialisé dans la finance en fait, pour faire des prédictions sur les indices en fait, tout ce qui est Dow Jones, Nasdaq et tout ça. Et par la suite, donc maintenant, depuis quelques années, je suis dans un autre groupe qui s'appelle Future Forecast, qui est spécialisé dans les crypto-monnaies en fait. Et leurs informations, j'ai bien gagné en suivant leurs prévisions, leurs prédictions. Je ne suis pas impliqué dans les prédictions moi-même, je suis un membre, on va dire, passif. Mais apprendre le remote viewing, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je me souviens quand j'ai commencé cela, à l'époque, il y avait beaucoup de sites de paris en ligne et les règles étaient plus simples qu'aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez jouer au tiercé en ligne et parier sur un seul cheval. Or que apparemment, c'est plus possible. À présent, il faut au moins un trio ou un quintet pour être gagnant. Avant, il fallait juste un cheval et c'était bon. Et donc, j'ai gagné plusieurs fois au tiercé en ligne. Ça m'a bien motivé à développer le remote viewing. Et donc, le remote viewing est comme ça quelque chose qui fonctionne pour faire des prédictions, des prévisions, percevoir le futur. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne mieux si vous êtes en groupe, en fait. Comme ça, vous pouvez voir les différences, comparer les notes, les perceptions. Par exemple, le groupe Future Forecast, il y a un qui est spécialisé dans tout ce qui est l'esprit, voir comment les gens pensent dans le futur, ce que les gens pensent dans le futur. Un autre est spécialisé dans ce qui est visuel, comment sont les choses, les perceptions des choses. Et un autre est spécialisé dans tout ce qui est abstrait en fait. Est-ce que ça va monter, ça va descendre, est-ce que ça va s'aggraver, est-ce que ça va s'améliorer? Il est spécialisé dans les tendances. Et quand vous avez un groupe comme ça de plusieurs personnes, eh bien, vous arrivez à avoir des prédictions assez précises, assez euh, utiles, que vous pouvez vraiment utiliser, qui sont fiables en fait. Ça rappelle un peu le film Minority Report, où pour faire des prédictions, ils emploient 4 esprits, je pense. Il y a 4 personnes comme ça qui sont en train de faire du remote viewing et combinent les résultats de ces personnes. C'est un chouette film à voir, Minority Report. Alors les limites du remote viewing, c'est qu'il est difficile de percevoir des dates, il est difficile de percevoir, de savoir où se trouve
où se trouvent ce qu'on perçoit en fait, de percevoir le lieu. Par exemple, l'une des choses pour faire de la publicité de leur efficacité, c'est qu'ils publient des prédictions et les gens peuvent dire, ah oui, mais on avait prédit cela et voilà, ça s'est passé. Alors ils peuvent prévoir un tremblement de terre sans savoir où va se trouver le tremblement de terre. Ça, c'est l'une des limitations. C'est difficile de percevoir une date précise, un lieu, et c'est aussi difficile de percevoir les visages vraiment de manière très très précise en fait. Sauf si au départ on vous dit oui, tu vas percevoir telle personne. Et là, le visage va apparaître clairement. Mais si, par exemple, si on vous dit de percevoir, ok, que va-t-il se passer dans tel bâtiment dans 2 mois, vous allez percevoir des gens, mais leur visage ne sera pas précis. Et donc, vous ne saurez pas dire qui sont ces personnes. Ça, c'est l'une des limites du remote viewing. Alors, comment se passe une séance de remote viewing? Eh bien, c'est assez simple. Donc, il y a une personne qu'on appelle un tasker, personne qui donne une tâche, et elle va assigner un numéro à un objectif. Donc, par exemple, l'objectif, ça peut être Notre-Dame de Paris. Et on va donner un code à cet objectif. Objectif 6, 8, 6, 7, A, B. Ça, ce sera le code. Et donc, la personne qui est chargée de créer cette tâche va donner ce code au remote viewer. Le remote viewer sera dans une pièce, seul, avec du papier et des crayons. Et il va faire une première phase de perception. Donc, il va d'abord se détendre, se relaxer. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Il va faire une première phase de perception. Dans cette phase, on essaie de sentir très rapidement comme ça. Parce que quand on fait du remote viewing, c'est vraiment les premières perceptions qui viennent à l'esprit. Et il faut les noter et on les note de manière codée pour ne pas contaminer les informations. C'est souvent un trait de crayon ou une virgule ou un petit cercle. Et ça représente quelque chose en fait. Il faut aller très vite pour ne pas contaminer ces données avec des pensées, des réflexions. Alors, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Ce seront les premières perceptions. Et puis il va faire un second tour avec d'autres genres de perceptions. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est... Et puis il va faire plusieurs tours jusqu'au moment où il aura une image plus précise de ce que c'est. Puis il peut arriver au moment où c'est un bâtiment. Et puis plus il continue, plus ce sera précis. Et puis il va percevoir que c'est en fait une église. Et pourra dessiner, s'il est bon dessinateur, il pourra dessiner l'église telle qu'elle existe en réalité. Mais c'est peut-être l'une des limitations du remote viewing. Il ne sera pas capable de dire que c'est Notre-Dame de Paris. Peut-être il aura l'idée, ah oui, mais ça me rappelle Notre-Dame de Paris. On appelle ça en remote viewing un overlay. C'est-à-dire que vous donnez votre opinion sur ce que vous percevez. Donc c'est ainsi que se passe une séance de remote viewing. Alors pour le moment, je ne suis pas impliqué à faire du remote viewing parce qu'il faut être très dédié pour le remote viewing. À partir du moment où vous décidez d'être un remote viewer, eh bien toute votre vie doit tourner autour du remote viewing. Cela demande beaucoup de dédication, beaucoup de temps. Et à ce niveau-ci, je suis occupé à d'autres projets. Comme je l'ai expliqué dans l'autre podcast, mon projet pour le moment, c'est d'augmenter mon taux vibratoire. Et cela me prend beaucoup de temps par jour, par semaine. Et cela m'occupe vraiment. C'est mon projet pour le moment. Alors, l'autre technique qui fonctionne bien pour faire des prédictions, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Et on appelle ça une analyse linguistique. Donc, ça consiste à analyser le langage en fait qui est dans les médias, dans toutes les informations en fait qui sont distribuées sur Internet,
et de chercher des séquences, des séquences, et en fonction de ces séquences, on établit une tendance et on peut voir où vont les choses. En faisant une analyse linguistique, on peut percevoir ce qui va se passer dans le futur. C'est l'une des choses qui m'intéresse beaucoup et que je fais comme ça de manière intuitive, simplement en analysant le langage. C'est à un moment, c'était l'un de mes hobbies. Et par l'analyse linguistique, en fait, vous pouvez même dire de la manière dont les médias parlent d'un match de football qui va se produire, vous pouvez déjà dire à l'avance quelle est l'équipe qui va gagner. Cela peut vous sembler bizarre, étrange, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, les êtres humains créent leur réalité, en fait, de manière individuelle, avec ce que j'appelle la loi de l'attraction, et de manière collective, de la même manière, les peuples créent leur destinée avec leur intention, et leur intention transparaît dans les médias, dans les écrits et dans toutes les informations qu'on peut retrouver sur Internet. Et si vous pouvez faire des analyses de ces informations, soit avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme informatisé, ou soit vous êtes quelqu'un qui est naturellement intuitif et vous pouvez voir par le langage qui est dans les médias où vont les choses en fait. Et je me souviens que c'était l'un de mes hobbies. Enfin, je faisais ce type d'analyse. Je pouvais dire, ah ouais, mais c'est cette équipe-là qui va gagner. Simplement en lisant en me basant sur la manière dont les gens parlent d'un sujet. Et vous pouvez appliquer cela à plein de choses, en fait. À quasiment tous les sujets. Alors, le grand spécialiste de l'analyse linguistique avec l'intelligence artificielle en vue de faire des prédictions, c'est Cliff High. Il avait une chaîne sur YouTube. Il n'est plus sur YouTube. Il y a trop de censure sur YouTube. Il est à présent sur BitChute. Et j'aimerais dire à cela que vous pouvez également suivre ma chaîne sur Odyssey. Donc Odyssey, c'est comme YouTube, sauf qu'il n'y a pas de censure. Sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de censure. C'est très difficile de dire son opinion sur certains sujets sur YouTube. Donc ça, c'est deux grandes méthodes de prédiction, le remote viewing et l'analyse linguistique que n'importe qui peut apprendre. Vraiment n'importe qui. Vous pouvez aller dans un centre, vous connecter avec une organisation qui enseigne le remote viewing et vous allez, dans quelques semaines, boum, vous serez opérationnel et vous pourrez faire du remote viewing. Même chose pour l'analyse linguistique, vous pouvez utiliser un logiciel informatisé et vous pouvez apprendre à faire cela. Donc, c'est des méthodes mentales qui sont accessibles à tout le monde. À côté de cela, il y a d'autres méthodes qui sont mentales et en même temps New Age. Mentales et en même temps New Age. Elles sont beaucoup moins accessibles, car cela demande directement d'être sensible à certaines énergies et beaucoup de gens, en fait la plupart des gens ne sont pas du tout sensibles à ces énergies. L'une de ces méthodes utilise l'imagination. On peut appeler cette méthode, c'est une manière en fait de canaliser. Vous canalisez les informations. Vous canalisez les informations qui viennent du futur et vous transformez cela en récit en fait. Et pour ces raisons, c'est accessible à peu de gens en fait. Les auteurs de science-fiction utilisent souvent cette méthode et souvent les auteurs de science-fiction sont très sensibles et donc canalisent des informations qui viennent du futur. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, l'auteur H. G. Wells a fait beaucoup de prédictions qui se sont avérées très correctes. Il a prédit en 1923 la communication sans fil que nous utilisons aujourd'hui. En 1914, il a prédit la bombe atomique. Il a également prédit le voyage sur la Lune en 1901. Et dans les années 1890, il a aussi entrevu le génie génétique, le clonage. C'est la même chose pour Jules Verne en fait. Et dans le cas de Jules Verne qui avait comme ça prédit l'exploration de la Lune, donc dans son récit en fait de voyage sur la Lune, la fusée elle a presque les mêmes proportions que la fusée Apollo qui a été sur la Lune. Donc ça c'était très bien vu de Jules Verne. Il était vraiment très atténué, très sensible aux énergies, à ces énergies du futur. Alors pourquoi je vous parle
de tout cela, c'est parce que beaucoup de gens, en fait, des gens qui font du remote viewing, des gens qui font de l'analyse linguistique, des gens qui font des artistes, en fait, des auteurs, avaient prédit ou entrevu ou perçu la situation dans laquelle nous vivons en ce moment avec cette maladie dont tout le monde parle et ce produit qu'il faut prendre pour se protéger de cette soi-disant maladie. Ça a été entrevu, prédit par beaucoup de personnes. Alors j'aimerais terminer en donnant l'exemple vraiment, souvent donc comme j'expliquais, les auteurs de science-fiction sont très ouverts à cela. Et donc j'aimerais terminer en parlant d'une série télévisée de 2014 qui s'appelle Helix et qui décrit de manière extraordinaire notre situation présente. C'est pas une bonne série, c'est très mal joué, très mal. Les personnages sont ennuyants. En fait, bref. Quand même, malgré cela, la série Helix, Helix, hein, du terme hélice, donc de l'ADN en fait, traite de de tout ce qui nous occupe en ce moment. Dans cette série, vous avez les vaccins à ARN messager, vous avez les virus, vous avez tout que l'on vit en ce moment en fait. Et donc voilà, l'histoire c'est ainsi. Donc il y a un laboratoire qui font des recherches sur un virus. Et il y a un incident dans le laboratoire et on envoie des spécialistes, une équipe de spécialistes pour faire une enquête sur le virus en question. Donc comme ça, l'équipe qui est envoyée découvre que dans le laboratoire, en fait, ils étaient en train de travailler sur un virus. Ce virus existe en plusieurs variants. C'est intéressant. Et il y a également un remède. Et ce remède, c'est quelque chose à ARN messager. D'ailleurs, il y a dans l'un des épisodes, il y a un scientifique qui s'étonne, mais qui se demande, mais quel est le message qu'on envoie dans le corps avec ce remède. Ce qui est intéressant aussi, c'est que une fois que vous êtes guéri, en fait, une fois que vous avez pris le remède, vous êtes déclaré propriété privée de l'entreprise pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens maintenant qui s'inquiètent, qui disent oui, oui, mais si tu prends tel produit, ça modifie ton ADN et on peut plus te considérer vraiment comme une personne libre ou être humain. Ben c'est ça, ça se passe, c'est l'un des éléments du scénario de cette série où quand vous prenez le remède, vous êtes la propriété privée de l'entreprise pharmaceutique. Il est ensuite révélé que le virus, en fait, le virus et le remède, donc les deux, le virus et le remède, font partie d'un plan pour réduire la population mondiale. Donc il y a plusieurs variantes du virus. L'un des variants cause de la stérilité et l'autre cause de la mort, en fait. Et c'est intéressant parce que il y a deux choses qui reviennent souvent dans ce qu'on vit en ce moment. C'est que le remède cause de la stérilité. À ce sujet, vous pouvez écouter le reportage de Renard Butet qui dit ceci. Au 26 février 2021 aux États-Unis, 43 femmes ont déclaré des fausses couches subites après injection. De nombreux symptômes ont été rapportés concernant les perturbations sur les appareils reproducteurs après vaccination. Menstruation douloureuse et abondante, fausses couches, saignements chez les femmes ménopausées, douleurs testiculaires chez les hommes. Là encore, les effets néfastes de la protéine Spike sur les tissus des organes reproducteurs semblent expliquer ces symptômes. D'après cette étude, les récepteurs ACE2 situés sur les cellules de l'utérus se multiplient pendant la grossesse. À cause de la protéine Spike, l'activité cellulaire responsable de l'installation du placenta et du développement fœtal est perturbée, causant une augmentation des fausses couches. De même, l'appareil reproducteur masculin, très vascularisé et contenant de nombreux récepteurs ACE2, est lui aussi très sensible à l'action de Spike. Nous avons observé chez les hommes ayant contracté la maladie de Covid-19 une forte diminution des spermatozoïdes. Il est à craindre qu'après cette vaccination de masse, les problèmes de fertilité soient parmi les effets les plus graves, à long terme.
Et donc, bien sûr, dans le monde, il y a des gens qui sont morts de la maladie venant du virus, comme dans la série télé, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les élites, en fait, si vous écoutez Bill Gates, il dit oui, il faut réduire la population à travers les vaccins, ça va aider à combattre la pollution, la surpopulation et ainsi de suite. Et c'est également les mêmes raisons qui sont données dans cette série, en fait. Une série de 2014. Et plus dans la deuxième saison, en fait, il y a la pandémie démarre, en fait. Parce que c'est une série qui se passe sur un espace de temps de 13 jours, donc c'est vraiment très peu de temps. Et la pandémie démarre. Et il y a des flashs sur le futur, et vous voyez dans le futur, la population du monde est beaucoup est réduite, en fait. C'est intéressant comme une œuvre de fiction de 2014 décrit les éléments que nous vivons en ce moment. Tout ce que nous vivons en ce moment, bien sûr, a été perçu par des gens qui font du remote viewing et de l'analyse linguistique. En ce qui concerne de l'analyse linguistique, déjà le discours du docteur Fauci de 2017 qui disait que oui, sous Donald Trump, il y aurait une pandémie ou une épidémie de grande envergure. Donc déjà, en 2017, ça rentre déjà dans l'inconscient collectif, ce qui va se produire. En 2019, la loi de CARE Act, donc la loi qui vote toutes ces mesures comme ça, quarantaine, machin, tout ça, elle a été votée en début 2019, donc longtemps, un peu de temps avant la pandémie. Donc ça rentre également dans l'inconscient collectif qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et il y a l'entreprise Pfizer a commandé les bouteilles, hein, les milliers de bouteilles pour le vaccin en 2019 et non en 2020. Les brevets existaient déjà avant et tout ça. Il y a plein de choses en fait dans le langage des médias qui indiquaient que nous allons vers cette pandémie. Et dans le langage également des médias, on peut déjà voir ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est pour ça que je dis aux gens qui habitent en France, oui, préparez-vous, ça va être très grave. L'ordre social en France sera très bousculé. Vous allez au-devant de périodes très difficiles. Parce que c'est déjà dans le langage des médias, en fait, si vous faites de l'analyse linguistique. Pour conclure, je voudrais simplement dire que si vous faites le calme en vous, vous pouvez percevoir dans quelle direction va le pays dans lequel vous vivez. Simplement par l'analyse linguistique, le langage des médias. Ou en apprenant le remote viewing. Ou alors, si vous ne désirez pas être impliqué avec ces choses, vous pouvez consulter des personnes ou des groupes qui font ces activités. Cela vous aidera à vous préparer. Alors comme ça, vite fait, si vous me demandez, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à une période difficile? Eh bien, je vous conseille d'acheter des métaux précieux, de l'or, de l'argent, car ces choses vont augmenter de valeur et il y aura une perte de confiance dans tout ce qui est dollar, euro, dans les prochains mois, les prochaines années. Je vous invite également à investir dans les crypto-monnaies, Bitcoin et bien d'autres crypto-monnaies, car ces choses vont augmenter de valeur et cela sera de plus en plus utilisé. Si vous habitez en France métropolitaine, les 10 prochaines années seront difficiles, très secouées comme ça. Si vous voulez vivre tranquille, c'est peut-être mieux de quitter le pays. Mais si vous devez rester, eh bien, c'est bien. Vous allez participer au changement de la société française. Ce qui apparaît déjà dans le langage, dans l'analyse linguistique, c'est que il y a de fortes chances que d'ici 10-15 ans, le pays change de système politique complètement. Ce qui s'appelle la cinquième République pourrait disparaître et être remplacé par un système plus juste. Donc, ce sera intéressant de participer à ces changements. L'industrie, tout ce qui est le médical, en fait, va subir de gros changements, en fait, d'ici 10-15 ans. Il y aura beaucoup de changements de société, en fait. C'est très difficile pour moi d'en parler car les gens sont
très mal informés dans le monde et je ne suis pas ici pour créer du choc. C'est peut-être mieux de découvrir ces choses par soi-même. Mais le conseil, les conseils que je peux donner, c'est d'avoir des maîtres précieux, des cryptos et de prendre en main votre santé. Apprenez à faire des détox, apprenez, renseignez-vous sur les plantes médicinales, renseignez-vous sur comment nettoyer vos organes, votre foie de manière naturelle et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces choses seront très utiles en temps voulu. Et donc voilà, ceci conclut ce podcast. À bientôt. Ciao, ciao.